Bonjour et bienvenue dans Plus ou moins geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek en 52 minutes. Merci Kermit. Talent d'imitateur quand même, en direct les amis. Alors, ce nouveau numéro, on va l'ouvrir avec une petite date, comme je fais d'habitude. Et cette fois-ci, ça sera 1991, c'était la date de sortie du premier jeu avec Sonic. Il est temps, je vais te poser Kermit, tiens, au revoir. Il est temps de retrouver mes petits hérissons bleus, cette équipe de chroniqueurs de talent que vous retrouvez à chaque fois. Je vais commencer par la demoiselle, mademoiselle RL, qui est journaliste et photographe, monsieur Laurent Kessy, romancier et scénariste de talent, monsieur Sébastien Rassia, réalisateur, acteur également de talent. De talent, c'était une évidence avec monsieur Frédéric Molas, comédien également, et Rurik Salé, compositeur, comédien et aussi journaliste qui est très occupé, je crois. Un autre qui est occupé, c'est François qu'on retrouvera un petit peu plus tard pour le talent web. François, tu peux prendre le temps de te réveiller tout de suite. Un petit sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez Shinboru, le jeu vidéo Fez, Yumi, au cœur d'un grand concours de cosplay, l'interview carrière de Flow, Baptiste et Nico qui enquêtent sur le voyage dans le temps, Michel Jury, Mushishi pour la culture japonaise, une enquête geek sur les parodies XXX, le talent web Bibi 300 et enfin l'incontournable shopping list en plateau. C'est à vous mes chéris. Et on commence avec Fred et Seb qui vont nous parler des bonbons Pez. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Car oui les amis, devant votre télé, vous allez avoir droit à un festival, un florilège de jeux de mots pour Ave, puisque vous nous présentez... Fez. Je suis désolé. La peau des Fez, enfin on peut y aller tout de suite, hein. Évacuons. Gardez-en sous le pied, ouais, voilà. Une grosse Fez. Ça va fuser. Oh. Désolé. Donc voilà, on va regarder des images au lieu de chronique pitoyable. Ouais, je sens que ouais, je vais avoir du mal. S'il vous plaît. Donc voilà, Fez, superbe jeu avec une touche rétro très jolie, très chatoyante. C'est très mignon, j'adore. Regardez bien, analysez bien un peu ce qui se passe parce que là je peux pas trop expliquer le gameplay. Enfin, une fois que je vais décrire, Bah si, ça tourne. a des effets de rotation. Ouais, En voilà. 3D. Enfin en 3D. rotation là. Voilà. C'est un Rubik's Cube. Et voici le fameux Fez, le chapeau. Ça le Fez. Ça le Fez, exactement, voilà. C'est grave. On démarre comme ça, on incarne un petit personnage qui s'appelle Gomez. Je ne sais pas pourquoi. Ça rime avec tout est en Fez. aise. Et il y a un grand chamboulement, il y a le monde 2D et 3D qui rentrent en collision, il y a une espèce de cube doré géant qui éclate et il faut récupérer des petits fragments qui sont disséminés dans des mondes comme ça. Et il faut évoluer dans ces mondes comme ça en faisant des rotations, des translations, je sais pas si c'est le Et terme ça se fait exact. automatiquement ou c'est... Non, on utilise les gâchettes de la manette Xbox parce que ouais, le jeu n'est sorti que sur Xbox 360, il est sorti sur le Xbox Live Arcade, c'est-à-dire en téléchargement exclusif. Et voilà, on utilise justement les gâchettes gauche et droite de la manette Xbox pour faire pivoter le décor. Il y a des plateformes selon le point de vue qui s'alignent et qui fait que ça crée un chemin. Donc on peut évoluer, monter et récupérer ces fameuses petites pièces dorées qui sont cachées dans la map. Concrètement, ça veut dire que quand tu es dans un environnement 2D, quand tu arrives devant un obstacle, tu te dis merde, je peux plus avancer. Mais souvent, le fait de basculer en 3D te permet de dégager d'un autre point de vue, une autre solution. Voilà, ouais. C'est comme ça que tu solutionnes en fait l'évolution. Enfin, quand tu grimpes pour pouvoir récupérer ces fameux fragments. Il y a aussi, ça débloque aussi des passages. Par exemple, s'il y a une porte cachée derrière la perspective, le fait de pivoter comme ça, on peut faire apparaître une porte. Et ensuite, on rentre dans cette porte et puis on avance dans une autre salle pour évoluer encore dans le Ça me fait penser à Paper Mario un peu. Oui, c'est vrai, complètement, c'est ce que j'allais dire, exactement ouais. la même chose. C'est le seul jeu que je connais. C'est pas une super évolution en ça, dans le sens où des jeux qui ont déjà utilisé ce concept de jouer un peu avec la perspective existait déjà. Mais là, il y a tout un cachet, il y a un univers, il y a une espèce de nostalgie un peu 8 bits, quoi, parce que vous avez vu les graphismes, c'est complètement du pixel art, mais ça n'est pas vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est fait avec des moteurs actuels, c'est-à-dire, il y a des effets de lumière, des effets sonores et tout, qui sont très récents, très actuels. Et c'est un jeu récent. Et c'est un jeu récent, c'est un jeu de 2012. Il y a Ouais. une suite à ce jeu-là ou pas?
Non, non, Vas-y, voilà. ah, peut-être une vanne. Je si on sens avait les deux, deux, je vais revenir, attention. paire de fesses, une paire de fesses. Merci Laurent, m'a volé ma blague. C'était quoi? C'est nul. Le contrôle, s'il vous plaît. Voilà, voilà. ça je ne sais plus. Allez, C'est pour balancez Laurent, le du coup, Et il est de quelle Il est pas origine étudiant, déjà il est canadien. C'est développé par un Canadien qui s'appelle Phil Fish. Donc Philippe Poisson. Et donc voilà, donc si je peux rajouter une anecdote par rapport à ça, Phil Fish a failli tomber malade en développant ce jeu parce que c'est un jeu qui était longtemps dans les cartons. C'est ce que je disais. Exactement, Il a voilà, vomi. à cause de la perspective et tout. Et d'ailleurs, on peut retrouver des infos par rapport à ça. Il y a un docu qui a été fait par rapport à ces jeux-là. Enfin, il y a toute une flopée de jeux indés qui sont sortis comme ça sur le Xbox Live et d'autres plateformes, comme Super Meat Boy et Bread. Je sais pas si ça vous parle. Si, oui. Et parce qu'il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Indie Game The Movie et qui parle de la création, on voit Phil Fish parler de l'évolution de la création de Fez, des créateurs de Super Meat Boy et des créateurs de Bread. Donc c'est super intéressant, je vous conseille de voir ce film. Eh ben, écoute, on va presque aller le voir tout de suite, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, on retrouve Yumi pour un inside. C'est le premier inside de Yumi dans ce plus ou moins C'est geek. l'occasion d'aller voir un film. On la retrouve à Japan Expo en Belgique où elle va nous plonger au cœur d'un concours de cosplay. On se retrouve juste après. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Salut à tous, on est donc à la Japan Expo Belgium pour s'occuper un peu de cosplay. Donc à la Japan Expo, à Bruxelles, on peut trouver de tout. Donc ça passe du tuning par la cuisine, le style vestimentaire, les jeux vidéo, de toute façon il y a tout. Et surtout les sélections belges pour l'European Cosplay Gathering qui va plus nous intéresser. Bienvenue à l'European Cosplay Gathering, un grand concours de cosplay. Et comme son nom l'indique, il se déroule en Europe. Ce concours regroupe 11 pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour du propriétaire. Bon bah on va aller voir les stands cosplay. F210, alors. Chers amis, je l'annonce, Yumi est paumée. Ah ouais, il faut passer et l'entrée c'est un peu après. Demande donc ton chemin à ces gens-là. C'est les méchants dans Tortue Ninja. Ils sont trop cool. Deutsch also? Nein? Nein. Kein Deutsch? Nein. Ein bisschen. Then it becomes English. Okay. Ok. Un souci, Yumi? Je parle pas anglais. That activity is actually just a tutorial to get more people to do it because I find it always amazing if somebody walks around in something more complicated than a Naruto or a Bleach character. But in my spare time, I try to make everything from those things, from old shows like Teenage Mutant Ninja Turtles, like I do now, the Power Rangers, Transformers, all stuff from the 80s. I'm just trying to introduce more people into this kind of stuff and to teach them that something like that doesn't have to be expensive. Tu vois, Yumi, les méchants des Tortues Ninja sont finalement gentils. Oh, un bébé cosplay. Le cosplay n'a vraiment pas d'âge. Comme j'y connais pas vraiment grand chose à tout ce qui est règlement, l'organisation du concours, et ben on va essayer de trouver les membres du jury pour qu'ils nous expliquent tout ça. Passe devant, Yumi, on te suit. Participants, ils doivent s'inscrire via le site Bicosplay, puisque c'est ici la sélection belge. Et Bicosplay, c'est l'organisateur qui s'occupe pour les participants en Belgique. Ils ont un mois pour s'inscrire, mais ils ont tout le temps avant, naturellement, pour déjà se préparer. Et dès que l'inscription est validée, ils peuvent venir ici pour nous montrer leurs prestations. Alors les étapes pour l'Eurocosplay sont une sélection qui se passe sur scène avec une prestation scénique où on juge surtout la prestation et ensuite les cosplayers reviennent en backstage et on va vraiment noter tout ce qui est costume, détails, poser des questions sur comment ils ont créé leurs costumes, les détails, les accessoires. Déjà un costume complètement fait main. Oui, tous les costumes doivent vraiment être entièrement réalisés à la main, que ce soit les bijoux, les accessoires, les armures, les épées. Voilà. Souvent il y a beaucoup de travail aussi sur les perruques. On peut avoir des détails aussi au niveau des ornements. Dans toutes les allées de Japan Expo, on trouve de nombreux cosplayers. Vous vouliez du cosplayer? En voici. Ok, donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos costumes?
Alors c'est les Chevaliers d'Or de Senseiya. Donc il y a, mais c'est la version Lost Canvas, c'est pas la version que tout le monde connaît. Donc là c'est Dégel du Verseau. Moi je fais Cardia du Scorpion et là c'est Albafica du Poisson. Donc là c'est la scène d'activité et donc c'est l'activité 100% cosplay. Donc en fait les cosplayers vont sur scène, montrent leurs costumes et souvent les photographes viennent les prendre en photo à ce moment-là. Chaque cosplayer choisit son personnage et tente d'y ressembler le plus fidèlement possible, aussi bien dans la gestuelle que dans le physique. Oui, les présélections s'enchaînent et chacun peut tenter sa chance. Moi d'ailleurs, j'ai mon costume de Rurik, hein. Je me suis mis des faux cheveux chauves. J'aurais pu faire forte impression, mais je préfère laisser la chance à d'autres. Le truc le plus flippant du monde. Un clown avec des ballons. Et moi les amis, je serais curieux de savoir en quoi vous seriez cosplayé. Moi, il y a eu un vote Bayonetta, donc, mais j'attends toujours le costume. Nous, il y a des limitations physiques, on n'a pas trop le choix, on n'a pas un panel. Le cosplay est très ingrat avec les gens qui sont un peu gros comme ça, donc à part Boubou. Pikachu peut-être, je ne sais pas. Pikachu, pas mal. Moi j'aimerais bien faire Tintin, mais que si Rurik fait Milou. Je vois bien ce que tu veux lui faire à ton chat. Moi j'aimerais bien être cosplayé en bouteille d'eau, quand les filles auraient chaud, et ça se pergerait comme ça. Voilà, eh ben écoute, on va s'asperger avec un petit peu toi, parce que c'est à ton tour d'entrer en scène. Rubrique cinéma avec Rurik. Alors j'ai décidé de vous parler d'un film qui est certainement l'un des trucs les plus surprenants que j'ai pu voir dans ma vie. Et Dieu sait que j'ai vu des choses surprenantes, par exemple ces deux gens tout nus, mais aussi d'autres choses. Et réel tout nu, c'est encore plus surprenant. C'était le même soir. On va voir quelques images. On va voir quelques images que je vais vous commenter. Regardez, vous avez un japonais en pyjama, bien sûr. Ah, avec je vois que t'as piqué ta chemise, Fred. Une coupe au bol, des chiens, un mec qui marche dans une pièce blanche. Et là, tu te dis, est-ce qu'ils ont monté en parallèle deux films qui n'ont rien à voir ? C'est un petit peu ce que je me suis dit quand je suis allé voir le film. Et qu'est-ce que c'est que cette chose ? Mireille Mathieu. Oh, mais on dirait un zizi. Et il y a des anges qui sortent. Et il y a toujours des chiens et un mec qui ne bouge pas. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'avais vraiment la drogue, moi, quand je vois ça. Je pense que dans les trucs chelous que tu nous as présentés quand même dans cette émission, je pense qu'on a un pompon là. Ah oui, c'est vraiment le film le plus chelou dont j'ai parlé et l'un des plus incroyables que j'ai vu. En fait, quand je suis allé voir ce film, qui est donc un film japonais, j'ai cru au départ que je m'étais trompé de salle. Sincèrement, j'ai failli sortir. C'est dans un festival, donc on va voir plein de films. Le titre était écrit en japonais, mais c'est le seul truc qui me disait que c'était vraiment japonais. Ça commence au Mexique, il y a une espèce de catcheur dans un petit boui-boui qui commence à se préparer pour aller faire un match. Sa sœur, je sais pas quoi, habillée en bonne sœur, l'emmène en voiture. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis allé voir un film bizarre, qu'est-ce que c'est ? Et ça enchaîne tout d'un coup avec ce mec qui est dans une pièce, qui se réveille, dans une pièce toute blanche, enfermée, il sait pas ce qu'il fait là. Et il est en pyjama, il a cette coupe au bol, puis il appelle, personne lui répond. Et le seul truc qu'il trouve, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre. Enfin, il n'y a que des murs, justement, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Le seul truc qu'il trouve, c'est ce petit zizi. Et il appuie dessus. Et ça... oui, il faut toujours appuyer sur un petit zizi quand vous le voyez. C'est ce que Irel fait souvent d'ailleurs. Et quand il appuie, ça fait « Hey !» Et à ce moment-là, il y a tous les anges. C'est choquant. Mais voilà, et il y a... En fait, c'est un Simon. Et il y a tous les anges qui sortent du mur. Comme on a vu là, qui font comme s'ils parlaient tous en même temps. Donc, et là, le mec est complètement immobile parce que c'est tellement absurde qu'il bouge plus. Et tous les anges retournent dans le mur et ne laissent apparaître que leur zizi. Donc il est entouré de zizi et là il fait. Nous aussi on veut. Et là, il commence à se demander ce qu'il fait là. Et en fait, il commence à comprendre au fur et à mesure de l'histoire qu'à chaque fois qu'il appuie sur les zizi, ça fait toujours des hey, hey, hey. Mais il se passe un truc différent. Par exemple, des fois, il appuie, il y a un sushi qui tombe. Parfois, il appuie, il y a une sorte d'Éthiopien qui se met à courir et traverser la pièce. Ou alors, tu as une espèce de vase. Ou alors, tu as des baguettes. Et il dit, et donc, alors des fois, il s'emmerde, il appuie, alors tu vois un tas de baguettes qui se remplit. Et au bout d'un moment, le film s'appelle Symbole, quand même. Et donc, il commence à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à, justement, comprendre de toutes ces choses qui arrivent pour arriver à passer, donc, ailleurs, à la pièce d'après. Mais parallèlement, on suit aussi le catcheur qui se prépare à aller faire son match. Je ne sais pas d'où sort cette histoire, je ne comprends rien. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ? Alors, voilà, justement. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est génial, il n'y a rien, c'est fou, on dirait du dadaïsme, on dirait du Louis Buñuel, on dirait tout et n'importe quoi. Et j'ai vu le film 3 fois, qui est quand même un petit peu long, et au fur et à mesure, j'ai compris ce que le film voulait dire, et je vous dis pas, mais c'est très, très, très étonnant. C'est l'un des trucs les plus fous. Si on a mis ce mec dans cette pièce, c'est qu'il avait un espèce de but céleste, dont je vais pas vous parler, c'est hallucinant. Il faut savoir que Hitoshi Matsumoto, qui a réalisé et qui joue dans le film, c'est lui là, c'est un mec, c'est une méga star de la comédie au Japon.
un petit peu comme Takeshi Kitano à ses débuts aussi, et qui est un petit peu exubérant. Il a fait par exemple un spectacle qui était la place la plus chère jamais vendue pour un spectacle au Japon. Il a aussi fait un spectacle où c'était gratuit. Donc il est complètement fou comme ça. Et quand il fait des films, dont Big Man Japan aussi, et l'excellent Saya Samurai qui est sorti en salle il n'y a pas si longtemps que ça en France, c'est toujours des objets très étranges. C'est des ovnis. C'est des objets ovnis filmiques non identifiés. Voilà. C'est pas pour David, il va rien comprendre. Et franchement, symbole, même si on ne s'intéresse pas à la symbolique et à la folie du film, il faut le voir pour se dire que c'est d'une liberté hallucinante et c'est drôle, fou, créatif, c'est vraiment dingue, vraiment dingue. Eh ben écoute, tu me permets un enchaînement comme moi seul sais les faire, un groupe complètement fou également, ils sont dans l'interview carrière, on se retrouve juste après, c'est le groupe Flow. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Le groupe Flow, qui nous a fait l'honneur de sa présence lors de Japan Expo 2012, est très populaire auprès des fans d'animation, puisqu'on leur doit des génériques pour de nombreuses séries, comme le célèbre Naruto, mais aussi Beelzebub ou encore Eureka 7. Avec une très forte influence de rock californien, leurs chansons punchy sont aussi très appréciées des fans de rock japonais, notamment grâce à leurs clips souvent drôles et un peu fous. Comment vous êtes-vous rencontrés? D'abord, on a invité Keigo, un camarade de lycée, à nous rejoindre. Ensuite, on a invité Gotz, un collègue de boulot. Et pour finir, Iwasaki nous a été présenté par des amis. We are fighting dreamer Takami Omasite. Ah, non, désolé, bon, on va poursuivre. Une anecdote sur la formation de votre groupe? C'est moi qui ai choisi. En tout cas, en ce qui concerne Keigo, en fait, en chantant les chansons, on crée des morceaux, mais au moment de les chanter, je m'aperçois qu'il y a des passages où je n'ai pas assez de souffle et que je ne peux pas chanter tout seul. Alors j'ai invité mon camarade de lycée Keigo à nous rejoindre. La première fois, je suis allé voir ce groupe formé des deux frères en tant que spectateur. On était déjà amis depuis longtemps. Et là, il vient de me voler mon micro et commence à se présenter au public. C'est un ami plutôt audacieux. Hein. Nous aussi, on a des amis un petit peu intrusifs dans la bande. On vous comprend. Qui décide des clips vidéo? Généralement, le réalisateur réfléchit à un projet général. Puis on en discute une première fois pour voir ce qu'on va faire. C'est comme ça que ça se décide. Avez-vous un bon souvenir de tournage? En ce qui concerne les tournages de clips vidéo, en fonction des projets, Flow se retrouve souvent dans des situations compliquées. Par exemple, le bassiste Gotz qui apparaît dénudé. Ou bien alors dans des situations où l'on doit chanter sous la pluie. Récemment, dans la vidéo de Hey, il y avait un ventilateur qui produisait un vent fort comme une tempête. Et on devait jouer face à cette machine. En fait, on aime bien les projets rigoureux. C'est pas souvent qu'on voit un homme tout nu dans un clip. En tout cas, on voit que vous aimez les idées folles autant que de jouer la comédie. Aimeriez-vous jouer dans une série ou un film? Un film français. On attend une offre. Qui a eu l'idée des têtes de poisson dans le clip de Remember? Ah oui, ça fait un peu peur, n'est-ce pas? C'est une idée du réalisateur. C'était une situation où les membres du groupe, en dehors de Koshi, devaient se changer en plein d'autres choses. Et il a profité que ce soit nous 5 pour nous emmener dans des situations vraiment difficiles. Vous créez beaucoup de chansons de générique. Comment les obtenez-vous? Alors, il y a beaucoup de voix différentes. Par exemple, dans un cas comme Naruto, on reçoit d'abord une proposition. Ensuite, il y a diverses discussions pour voir comment Flow va intervenir. Sinon, on participe normalement à des compétitions où on nous demande de créer un morceau pour un anime. Aimeriez-vous que l'un de vos clips personnels soit fait en animation?
Ah, j'aimerais bien essayer un jour, oui. Mais c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Pensez-vous que la barrière de la langue soit un problème? En tant que parolier, on y pense, oui. Mais c'est vrai que du fait des concerts qui augmentent à l'étranger, je ressens que la musique arrive à passer au-dessus du mur de la langue. Et cette fois, c'est pareil, avec le live en France. Donc ça ne m'inquiète pas vraiment. Même si la langue est différente, finalement, nous sommes tous les mêmes êtres humains. Je me dis toujours que la musique est capable de surmonter ça. Quelle est votre plus grande fierté? Je suis très fier d'avoir tenu plus de 10 ans avec le même groupe. Le fait d'être arrivé jusqu'ici, le fait de recevoir le soutien des fans, à la fois du Japon et du monde entier. Je suis très fier de tous nos fans. Oui, moi aussi je pense la même chose. Je ne suis pas arrivé ici tout seul, donc les autres membres du groupe, évidemment, mais aussi tout le staff qui nous entoure, les fans qui écoutent notre musique et nous soutiennent. Je suis très fier des liens qui unissent toutes ces personnes. Bonjour, nous sommes Flow. Regardez Plus ou moins Geek. Merci les gars, nous aussi on est fiers de nos fans et on leur fait plein de bisous, mais pas sur la bouche. Non mais attends, faut pas exagérer quand même. Est-ce que tu étais toute nue en découvrant ce groupe? Non, d'ailleurs je les ai interviewés habillés aussi. Non, mais c'était très sympa, ça s'est bien passé. Enfin, t'étais là du coup? J'étais caché dans les coulisses. J'étais caché dans les... Je suis toujours derrière eux. Voilà, non, ils étaient vraiment ouverts, bonne ambiance, parce que sur scène... Un peu protocolaire quand même, hein, parce que... Ouais, mais ça c'est japonais. Mais en interview... Non, mais ils étaient quand même assez ouverts, c'était sympa. Un autre qui est ouvert, Laurent. Rubrique BD et romans avec Laurent. N'ayez pas l'esprit mal placé, tout vert parce que ton t-shirt est vert. Je suis ouvert aussi, je suis open bar. Je sens que la fin de tournage va être sympa. Allez-y, YouTube. Michel Jury, aujourd'hui Michel Jury. Michel Jury, un auteur français de science-fiction, un petit peu oublié mais qui a été très important. Et je vais vous parler d'un de ses romans qu'il a publié en 1973, Le temps incertain. On regarde quelques images. Voilà, c'est lui, Michel Jury. Là. Ah oui, le temps incertain. C'était il y a longtemps. Il est né en 1934. Voilà. Est-ce qu'il a eu un grand prix du jury? Le gonzo de la honte. C'est mon premier avec des nichons et des poils, ça T'as loupé le corps nu. Mais oui. Donc Michel Jury est né en 34 en Dordogne. Il a grandi un peu isolé à la campagne, enfin un peu isolé. Il a grandi, oui, chez des... Tu veux dire que nos spectateurs qui sont à la campagne sont des gens isolés, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Des fermes avec des porcs. Disons que dans les années 30 et 40, c'était un peu plus difficile. Voilà, il n'y avait pas Internet. 30, 40, il y en a qui ont la nostalgie. Hein. Donc il a grandi chez des parents pauvres, un petit peu paysans. Il n'a pas pu trop faire d'études et il a commencé à écrire dans les années 50. Il a publié des romans un peu plus tard dans les années 60. Et en 73, il publie Le temps incertain, qui est une petite révolution dans le monde de la science-fiction francophone, parce qu'il ouvre des nouveaux horizons, il révolutionne un peu ce qui était un petit peu, comment dire... Un peu pépère, voilà, un peu, ça tournait en rond, quoi. Et lui, Est-ce qu'il publie ça? 73. 73, ouais. C'est la décennie des révolutions. Voilà, et alors, Le temps incertain, c'est un mélange de Philippe K. Dick, si tu veux, c'est assez influencé par Dick, et du nouveau roman, qui aussi était dans les années 50-60, les éditions de Minuit, tout ça. Donc c'est très très bien écrit, avec un style magnifique, et en même temps, ce style sert à l'histoire qui est une histoire sur le temps incertain, donc c'est... Alors là, je sens déjà qu'en fait, ton pitch est compliqué. Je sens ça, il y a le regard, Laurent, qui est siesque du truc qui va être compliqué. Alors, David va pas comprendre. je vais lire mes notes. Robert Holzach, qui est psychronaute, c'est-à-dire qui est chercheur en chronolyse à l'hôpital Gary Shankar au début du XXIe siècle. Gary Shankar. Et qui prend une drogue qui lui permet de se plonger dans l'indéterminé, le temps incertain. Et dans le temps incertain, il va entrer en contact avec un certain Daniel Diersan, qui lui est pris dans une espèce d'embrouille entre deux multinationales qui s'affrontent. Et l'enjeu de ces multinationales, c'est de fabriquer la drogue
qui deviendra celle qui permettra de plonger dans le temps incertain. Donc tout est lié comme ça. Je comprends pas du tout comment t'as pas pu pitcher ça sans lire ta note, quoi. C'était d'une facilité. Oui. Alors le truc c'est que tout tourne en boucle en fait. Daniel Darsan a un accident, il va voir toujours son chef. Tu veux dire des boucles comme ça? Oui. Et l'histoire reprend à chaque fois, il y a des petites modifications. Donc c'est une boucle, mais à chaque fois un petit peu modifiée. Et l'histoire avance comme ça. Ça a l'air hyper compliqué et c'est labyrinthique, mais en fait c'est hyper simple. On suit l'histoire très très bien. C'est ça qui est fort. C'est que son histoire elle est hyper complexe et que lui il arrive à la rendre hyper simple, tout en écrivant magnifiquement. Est-ce que ça ressemble un petit peu à tous les films de trucs dans le temps, de oui, c'est ce que j'allais dire, genre les sources codes. Exactement, mais c'est encore plus compliqué que tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a eu de suite Les Singes du Temps et Soleil chaud, Poisson des profondeurs, qui forment ce qu'on appelle la trilogie chronolytique. Les Singes du Temps, c'est encore plus compliqué, encore plus fou, encore plus fort. Voilà, il maîtrisait son truc et les lecteurs qui avaient lu avant, évidemment, Le Temps incertain, connaissaient le principe et ça part dans des trucs invraisemblables. C'est inadaptable au cinéma ou alors au prix je pense, de raccourcir l'intrigue, de simplifier. Et ça a fait vraiment un choc. Les auteurs français ont été hyper influencés par ça parce qu'ils se sont dit on peut faire des trucs un peu fous comme les font Dick, comme les font d'autres auteurs Silverberg. Et ça marche. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché, ça a tellement eu du succès. C'est un des rares romans de SF française qui a été traduit aux États-Unis, en Angleterre et aux États-Unis, sous le nom de Chronolysis. Voilà, c'est rare que la SF française soit traduite. Très très rare. Oui, les Américains ne savent pas lire. Ah oui, c'est vrai. Les Américains, ils ont assez de romans de SF. Voilà, ils n'ont pas besoin d'aller en chercher ailleurs. C'est con. Ah oui, mais voilà, c'est comme ça. Ce qui me permet quand même de dire qu'on a fait un sujet quand même très compliqué. Et que maintenant, il faut quand même quelque chose pour se détendre. Une enquête geek sur les parodies XXX. Ça va faire remonter l'audimat. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Voilà un sujet qui va vous émoustiller. Focus sur les parodies XXX du cinéma et des séries télé avec nos deux experts hautement qualifiés, les coquins. Jacques Zimmer, historien du cinéma X, et Christophe Abzi, auteur du livre La Quéquette du Graal, qui revient sur les 500 titres de parodies X les plus drôles. Faut-il se fier aux titres? Il faut distinguer les titres, les simples titres, des véritables œuvres. Je m'explique. L'arrière-train sifflera 3 fois, film pornographique, n'a rigoureusement aucun rapport avec le film de Zinman interprété par Gary Cooper. Là, ce sont simplement des jeux de mots qui sont faits à partir de titres célèbres. Il y a notamment le Seigneur des Anus, on a Matrix, tu as Robocock. Donc on imagine le scénario, enfin en fait c'est ça qui est marrant en fait, c'est qu'avec avec ces titres, tu imagines le détournement qu'ils ont pu faire du film, en sachant que la plupart du temps, ça n'a aucun rapport avec le film original. Quels sont les classiques parodiés? Tous les réalisateurs qui font des gros succès sont repris. Donc il y a par exemple Jurassic Park. Il y a un réalisateur français qui s'appelle Stanley Kubrick. Je ne sais pas s'il existe encore, mais donc déjà lui, il avait placé la barre assez haute. Et quasiment tous les films de Kubrick, donc on a par exemple Orange Mécanique, ça a été décliné mais peut-être 10 fois. Avec Banane Mécanique, Carotte Mécanique, en anglais c'était Clockwork Orgy, il y a eu Full Metal Quéquette, pour Eyes Wide Shut c'était devenu Ass Wide Shut. Un film comme Citizen Shane est réellement une version pornographique de Citizen Kane d'Orson Welles. Et tout y est, la situation, les effets de neige, le scénario. Ça amène très loin puisque dans le sujet, le fameux Rosebud est le sexe de la femme. Ça n'est pas historique, mais c'est probablement vrai que Citizen Hearst, le vrai Citizen Kane, qui s'appelait, comme vous le savez, William Randolph Hearst, grand magnat de la presse américaine, eh bien, aurait appelé ainsi Rosebud le sexe de son amie, qui était une comédienne célèbre. Dans ce cas-là, moi je dirais plutôt c'est un hommage, c'est plus qu'une parodie. Quelles sont les parodies X de grands héros? On va avoir un déluge comme ça, de mythes. Ça va aller de Zorro, 3 mousquetaires, James Bond qui est le héros sexué par excellence. C'est pas la peine de développer le sujet, on le sait qu'il vit entouré de jeunes femmes et que dans chaque film il fait l'amour à au moins 2, parfois 3 d'entre elles. Là, il ne s'agit pas d'une simple parodie sur le titre,
Il s'agit d'une véritable reprise du personnage. Simplement, il va jusqu'au bout de l'acte sexuel. En fait, dans les super-héros, les Anglais, enfin les Américains, prennent même pas la peine ils rajoutent Batman XXX et tout ça. Mais de temps en temps, c'était surtout dans les années 90-2000, ils ont quand même fait l'effort, les distributeurs, je pense, Dorsey et compagnie, de traduire ces films. Donc ça devenait Beatman, ça devenait Sperman pour le Superman XXX, c'était Sperman. J'ai envie de dire la classe, hein, évidemment. De toute façon, tous les super-héros ont été faits. Il y a même récemment, ils ont fait les Simpsons. Et je sais pas si tu as vu, mais je te conseille, c'est un film où tous les acteurs sont maquillés en jaune. Mais intégralement. Hein, intégralement, je peux pas dire plus. Et donc, il faut vraiment être... C'est ni drôle, ni excitant, ni rien. Je comprends pas bien l'intérêt du truc. C'est tout simplement que tous ces héros, pratiquement sans exception, ils ont une vie personnelle, ils ont une vie amoureuse. Et ils ont à l'évidence aussi une vie sexuelle. Simplement, cette vie sexuelle, elle est ellipsée au bon moment. On ne va pas faire le fondu au noir, on ne va pas faire le panoramique vers le feu de cheminée, et on va montrer que tous ces personnages, bien entendu, ils ont un sexe et qu'ils savent s'en servir. DSK a apporté lui-même sa pierre à l'édifice puisque l'affaire du Carlton a donné lieu à de nombreuses parodies. Et je pense qu'ils cherchent vraiment à surfer sur l'actu, donc là c'est ce qu'ils ont fait. Sachant que c'est pareil, dès qu'il y a un film qui marche, ils essaient de le parodier dans la mesure du possible. Là, c'était une affaire tellement énorme. Puis ça s'y prête, quoi. Un vieux mec qui sort avec plus ou moins toutes les filles qu'il croise, enfin qui sort. Hein, voilà. C'est du pain béni pour l'industrie. Faire un film sur l'affaire DSK, un film pornographique sur l'affaire DSK, me paraît extrêmement délicat. Parce qu'après tout, il faut avoir le respect comme on dit, de la présomption d'innocence et le respect de la chose jugée. Moi, personnellement, je ne peux avoir que d'immenses réticences à l'idée qu'on parodie un peu grassement, on va dire, un personnage bien en vie et surtout dans la situation où il se trouve actuellement. Avant de finir, si vous êtes fan de séries, allez donc jeter un œil sur Friends XXX, Seinfeld XXX, Scooby-Doo XXX ou encore The Office XXX. J'adore les séries. Et moi j'ai ma petite référence, c'est Scrubs XXX, dont le film qu'en fait reprend le début du générique de la série télé, sauf que du coup les médecins qui se succèdent à l'écran ont des protubérances mammaires assez importantes. Et moi je tiens à dire qu'il y a une parodie X de Sébastien Rassia, c'est Ron Jérémy. Voilà. Oh. Et il nous tarde la parodie X du joueur du grenier. C'est vraiment fou qu'elle arrive. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, si chez vous avez la parodie X du joueur du grenier, vous pouvez nous l'envoyer. On sera ravis de la diffuser dans l'émission. Notamment. Voilà, notamment. Au pire, Je crois qu'il est temps de faire un bond dans l'histoire et les nouvelles technologies avec Nico et Baptiste qui, cette fois-ci, enquêtent sur le voyage dans le temps et se retrouvent juste après. Dans le temps. Rubrique Histoire et nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Alors patron, sur quoi vous voulez qu'on enquête aujourd'hui? Les voyages dans le temps. Ok, c'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez le livre « La machine à explorer le temps » de H.G. Wells, Le voyageur imprudent de René Barjavel, quelques albums de la série Bob et Bobette, le film C'est arrivé demain de René Clair, La jetée de Chris Marker, Nimitz, Retour vers l'enfer, le film indépendant Primaire et bien entendu notre film culte à tous, Retour vers le futur, nom de Zeus. Bon patron, on a pu finir l'enquête sur le voyage dans le temps, et si tu permets Baptiste, je vais commencer. Merlin, un personnage haut en couleur, reconnu, qui a été utilisé dans certains films, comme les films de Walt Disney par exemple. Donc d'après mes recherches, le voyage dans le temps, la première fois où il est évoqué, c'est au XIIe siècle. Pas avant, aucune trace. Pendant l'époque des Chevaliers de la Table Ronde, pendant Lancelot du Lac, c'est la seule et première fois où on va mentionner le voyage dans le temps dans l'histoire. Alors pour moi, patron qui fait des investigations, mon Merlin un petit peu à moi, c'est Stephen Hawking. C'est un scientifique qui est spécialiste des trous noirs, qui a été multi-nobelisé, multi-récompensé et qui est totalement handicapé puisqu'atteint d'une SLA, il communique par l'intermédiaire de son ordinateur. Et il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est que d'après la relativité, masse et vitesse sont liées. Ainsi, lorsque vous voulez déplacer un objet vide dans l'espace, il doit être de plus en plus gros. Je vais vous parler d'un deuxième point. Les Celtes. Tout le monde connaît les Celtes. Tu les connais, je les connais, on sait exactement leur histoire, mais il y a peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas. Ils étaient convaincus qu'il était possible de voyager dans le temps ou dans des dimensions parallèles par le biais de leur tombe. C'est assez extraordinaire quand même.
Ils imaginaient qu'en ouvrant un cercueil, en rentrant dedans, on pouvait passer dans un monde parallèle ou voire même voyager dans le temps. Imaginons donc le cercueil des Celtes, à l'intérieur duquel vous vous situeriez. Si vous voyagez avec ce cercueil à une vitesse proche de celle de la lumière, vous vous rapprochez de la vitesse la plus rapide de l'espace. Ainsi, en voyant le temps comme une dimension, le temps est lui aussi en déplacement à cette vitesse, puisqu'il ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Si vous vous déplacez dans ce cercueil et que vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, vous vous rapprochez donc de la vitesse du temps, et vous ralentissez le temps. C'est comme ça qu'on peut voyager dans le futur. Alors moi, pour rebondir, parce que c'est assez... on parle de voyage dans le temps, l'opération Philadelphia, qui est une opération top secrète américaine, qui a inspiré d'ailleurs un film et un livre. Cette opération consistait par ses créateurs, dont l'un était Nikola Tesla quand même, à faire disparaître les bateaux aux éco-radars, voire même les faire se déplacer. Quelle magie plus intéressante et plus surprenante pour les militaires que de faire une telle chose. Pour corroborer l'existence de cette opération, au moment où l'opération a été déclenchée, le bateau aurait été vu à la baie de Norfolk, 400 km de la baie de Philadelphia, puis revu instantanément en arrière à la baie de Philadelphia. Les corps des marins du bateau auraient été soudés à la masse du navire. Est-ce que le temps s'est chevauché? Est-ce que l'opération a raté? En tout cas, cette opération a existé. Imaginez que le voyage dans le temps soit réalisable. Comment le prouver? C'est très simple. Vous prenez une feuille de papier sur laquelle vous allez inscrire une date, un lieu de rendez-vous, inférieur à 5 minutes après la rédaction de ce papier. Vous mettez ce même papier dans une boîte dont vous êtes certain que personne ne la trouvera et ne pourra l'ouvrir avant au moins un millénaire. Vous verrez bien, si vous reproduisez l'expérience, que personne ne viendra 5 minutes après la rédaction de ce papier. C'est une expérience que Stephen Hawking propose avec beaucoup de sérieux. Dans les années 60, un archéologue et chercheur, William G. Meister, fait une découverte vraiment surprenante qui sort de l'ordinaire. Ça n'a pas été relayé dans les grands médias. On découvre une empreinte de chaussure humaine dans une roche. Cette empreinte est datée à 280 millions d'années jusqu'à 320 millions d'années. La fourchette est relativement vaste, mais on n'arrive pas à la préciser. Pourquoi? Parce que les mollusques et les trilobites qui sont à l'intérieur de cette empreinte nous permettent de la datifier vaguement, mais pas précisément. Ce que ça démontre, c'est qu'il y a bien quelqu'un avec une chaussure moderne qui a marché sur notre Terre il y a plus de 300 millions d'années. Voilà patron, vous avez tous les éléments en main, nous espérons qu'ils seront utiles à l'organisation. Et on retrouve tout de suite RL avec la rubrique culture japonaise. Rubrique culture japonaise avec RL. Ma série coup de cœur de ces 8 dernières années, l'indétrônable, elle s'appelle Mushishi. Voilà. Donc le plus simple, c'est qu'on regarde des images de la version en animé. Alors, Mushishi. Voilà. Il y a de très très beaux décors. Non, c'est vraiment une très belle production. Ça a été fait par un petit studio qui s'appelle Artland, qui n'est pas spécialement très connu. Voilà. Donc on va sur l'histoire de Ginko, en fait, c'est l'homme aux cheveux blancs. Gin, c'est le caractère de l'argent, donc je pense que ça doit jouer. C'est elle n'a pas vraiment daté son histoire. La mangaka, elle s'appelle Yuki Urashihara. Et ça a l'air d'être un Japon médiéval, un petit peu entre vers l'ère Meiji. Mais il y a des histoires qu'elle considère comme se passant dans l'époque moderne. Et c'est vrai qu'on le sent. Il y a un moment où on se dit, on pourrait voir un téléphone portable, ça choquerait pas en fait. Alors que ça a l'air vraiment médiéval. Il y a des images très étranges déjà qu'on a vues à l'instant. Oui, le pied qui est pris par le corbeau. Il y a des scènes qui sont hyper impressionnantes. Vraiment. C'est des trucs avec des effets. C'est déjà impressionnant dans le manga, mais l'adaptation est très bien faite pour ça. L'animé est vraiment très beau. Alors le design du personnage est un peu particulier, c'est pas très mangaesque comme on a l'habitude avec les gros yeux, les trucs comme ça, c'est un trait un petit peu dur. Les dessins du manga sont super beaux, je vous le fais passer. C'est vraiment une très belle œuvre des deux côtés. Donc moi je conseille à tout le monde de lire les deux, même si c'est les mêmes histoires, des histoires qui sont indépendantes. Et donc on suit l'histoire de Ginko, c'est un mushishi, donc c'est un chasseur de mushi en quelque sorte. Les mushis, un mushishi, c'est un chasseur de mushi. C'est un médecin itinérant comme il y en avait à l'ère Edo, etc. Donc il se promène avec sa grosse hotte dans le dos. C'est pas le Père Noël. Et il va soigner les gens qui sont plus ou moins parasités par des mushis. Donc ce sont des êtres qui sont un peu avant les premières formes vivantes. Donc c'est ni végétal ni animal, c'est plus ancien que l'amibe, la bactérie, etc. Des genres de bactéries.
Un peu, ouais, mais sauf que c'est pas des choses qui sont vraiment visibles. Il y a que quelques personnes qui arrivent encore à les distinguer. Et elles parasitent les êtres vivants. Donc il y en a par exemple qui vont manger les sons et la personne va devenir sourde. Et Louis Donc, Pasteur n'a rien fait là-dessus. Non, il a rien. Quel feignasse. Voilà. La caractéristique de Ginkgo, c'est que c'est un des rares personnages de l'histoire qui ne prend pas part pour les mouchis ou pour les humains. Il essaie toujours de trouver un arrangement pour que tout le monde puisse cohabiter ensemble. C'est un peu la Suisse. Alors que d'habitude, ils éradiquent les mouchis au profit des humains parce que c'est l'espèce forte, etc. Donc du coup, on a des histoires qui sont très matures, qui sont très humaines aussi. On voit les réactions des gens, on voit leur parti pris. Ils ont tendance à mettre en avant leurs propres avantages ou vraiment penser qu'à eux ou au contraire penser aux autres. Il y a vraiment plein de choses comme ça que quand... J'ai une question, combien de tomes? Alors, il y a 10 tomes en papier, 26 épisodes en anime. Mais les mouchis, c'est quoi? C'est une forme de vie immatérielle? Voilà, c'est un peu ça. C'est une forme intelligente de vie? Non, c'est vraiment un peu comme un insecte. Le caractère d'origine, c'est le caractère de l'insecte. Voilà, qui a été simplifié, mais c'est ça. C'est marrant cette obsession pour les insectes au Japon. Il y a plein de trucs. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est le scarabée, je trouve ça dégoûtant. Et par là, en fait, on a une vue aussi du spiritisme japonais. Donc les gens qui connaissent pas seront peut-être un petit peu perdus par ça, mais c'est quand on maîtrise un petit peu le sujet, c'est vrai qu'on voit la façon que les Japonais ont de prendre les catastrophes ou les choses comme ça. Il y a une sorte de destin en fait qui est écrit pour eux, et de fatalisme. Comme ils voient pas, en fait, ils l'adaptent un petit peu pour comprendre. Et Ginkgo, c'est vraiment un personnage super intéressant qui est développé dans quelques chapitres et c'est vraiment dommage. 10 tomes en fait. Bon, les histoires au bout d'un moment sont un peu redondantes et c'est dommage qu'elle ait pas plus développé son personnage parce qu'elle avait vraiment énormément de matière pour le faire. Il est temps de faire un message sympa. à la caméra. Tu peux t'adresser directement. Non, elle a arrêté en plus. En plus, elle a arrêté, quelle feignasse, comme Louis Pasteur. Voilà. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est une très belle œuvre et j'arrive vraiment pas à la détrôner. Il y a rien qui peut prendre la place. Info toujours, moi, je suis une grosse fan des bandes son, donc voilà, une OST qui est vraiment géniale. Une BO, une OST comme tu veux, de film français de Masuda Toshio. Et on va continuer avec François. Et ce que vous allez voir n'est pas une OST, une bande son, mais bien un trailer de sa chronique. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Salut. Alors moi, mon conseil du jour, c'est gardez vos souris à boules. Gardez-les et démontez-les, parce qu'à l'intérieur, il y a forcément plein de trucs paumés, comme de la nourriture, et ça fait un repas. Donc tout de suite, on regarde un talent du web, c'est Bibi300. Place à un nouveau testeur, un des plus anciens, Bibi300. Un vidéotesteur qui teste les jeux vidéo en live. Maintenant, vous savez tout, sauf... sauf comment il a commencé. Réponse. J'avais vu en fait que sur le site jeuxvideo.fr, il y avait une section vidéo des internautes. Et à l'époque, on pouvait donner nos vidéos. C'est-à-dire faire notre vidéo, donner notre avis. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est comme ça après que j'ai pu évoluer, donc depuis maintenant 7 ans. Bibi300 cumule plus de 15 millions de vues sur la toile, passant du rétro aux jeux plus récents. Combien d'heures de travail représente une vidéo? Ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. Faut faire le jeu, déjà d'une part, donc essayer vraiment de le faire, pas forcément à 100%, mais au moins d'arriver à la fin du jeu pour voir tous les aspects du jeu. Et après, c'est capture du jeu, et je commente et je joue en même temps. En plus, voilà, les effets sonores, vous l'avez certainement constaté. Oh non, bah voilà. Après, il y a montage, compression, donc ça prend, au global, une vidéo, c'est à peu près 4-5 heures de boulot. Quels sont tes meilleurs et tes pires souvenirs? Ça a été le test d'Alan Wake. J'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, déjà, j'avais adoré le jeu. Forcément, à partir du moment où on trouve le jeu vraiment bon, on est pris dedans. Ah, attention, ou l'esquive magnifique. Mais cours mais cours, attention. Là, vous voyez, il y a un rond, voilà, qui commence à diminuer au fur et à mesure qu'on le vise. Et dès qu'on a une espèce d'éclair de lumière, bah là, voilà, l'ombre est partie. Et je peux lui tirer dessus, et voilà, je l'ai tué. Je voulais vraiment parler de tout, absolument tout dans le jeu. Et à la fin, quand on finit la vidéo, on arrête tout et on fait « ça c'est bien ». Si, viens ici, tiens, mange-toi ça, et voilà, bingo. Ça fait plaisir. Par contre, le test vraiment, moi, qui m'a un petit peu énervé, parce que j'ai dû le refaire énormément de fois, c'est Blue Dragon sur 360. J'ai dû m'y reprendre à peu près une vingtaine de fois avant de le faire.
Déjà près de 700 tests effectués. Oui, 700, vous avez bien entendu. Donc plus de 600 000 pour une critique du jeu GTA 4 et 200 000 pour un Mario Kart. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Le fait qu'on puisse donner un peu la parole aux joueurs. On a toujours l'avis de la presse qui reste important parce qu'il y a la notation, on a les points positifs, les points négatifs donc de chaque rédaction au final. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas finalement donner notre avis en tant que joueur, sans grande prétention. Hein. Le but, c'est pas forcément de faire comme la presse, le but, c'est vraiment de donner notre avis avant tout. Et je me suis dit, ça peut être vraiment super sympa. Bien représenté et toujours avec ce petit côté farfelu pour certains personnages. C'est vraiment quelque chose de bien pensé. Quelles sont tes relations avec les éditeurs ? J'ai quelques partenariats avec eux. Ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai dit en fait pour chaque éditeur à chaque fois. Je veux surtout, c'est garder vraiment ce côté neutre. Je veux pas être influencé quand je vais tester un jeu. Si par exemple on me dit t'aurais peut-être pu dire ça, ou t'en as peut-être dit un peu trop sur le jeu, ou c'est peut-être un petit peu trop négatif. Je garde toujours cette liberté de ton. Ça pour moi c'est super important. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'on accroche les gens. C'est de voir qu'on n'est pas là, entre guillemets, à la solde des éditeurs en disant voilà, j'ai reçu le jeu, super, c'est sympa, magnifique, j'ai adoré le jeu, alors qu'en fait on ne le pense pas du tout. Pour l'instant c'est quelques éditeurs, pourquoi pas d'autres, mais c'est vrai que c'est après un peu plus compliqué. Bon, et parfois elle vient te parler pour dire de la merde, juste pour te faire chier, voilà, tout simplement. Comment élabores-tu ta critique ? Le cycle de base, c'est quand je commence un jeu, je remarque tout de suite ce qui va et ce qui va pas dans le jeu. En fait, maintenant, ça devient une habitude. Et puis, oui, je garde ça en tête, en fait. J'essaye, comme je l'ai dit, de faire de manière improvisée. Et puis après, je décide, en fait, de mettre la vidéo à un moment donné, donc sur le site. Hein. Ou plutôt les sites des grandes plateformes que David appelait Geekmotion et Geektube. Alors, Left 4 Dead, c'est un principe, autant dire, très primaire. C'est-à-dire que le but, c'est tout simplement d'avancer et de tuer et de tirer sur les zombies. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans ? Je vis au jour le jour. Je sais très bien que je ferai peut-être pas forcément ça pendant encore des années ou des années. Tout dépend si après ça peut évoluer de manière professionnelle. Moi, le principal, c'est vraiment de faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et le plus tard possible. Et pour la 700e, Bibi s'est lâché. Oh le bougre. À bientôt pour ses nouveaux tests. Bibi 300 qui vous mange le pain de la bouche, les amis. Ah, Bibi 300, tout doucement. Tout doucement. Méga blague. C'est un très vieux testeur. Je le garde. Hein. Oui, c'est un très vieux testeur. Bibi 300, il fait partie vraiment de la première génération où il était là avant nous, comme Hooper, comme Enigmatic. Enfin voilà, c'est vraiment, il était là bien avant nous. Donc. Un qui vous survivra et qui nous survivra à tous, c'est Franck. C'est l'heure de la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list. Eh oui, je vous parle par télépathie, c'est super cool. Vous pouvez savoir tout ce que je pense. Oh mais non, c'est pas cool du tout. Si ça se trouve, ils vont savoir que je porte une perruque. Métis, c'est un film réalisé par Mathieu Kassovitz qui raconte l'histoire de Lola, une métisse antillaise qui a 2 amants. Un est blanc, l'autre est noir et tous deux n'arrivent pas à se supporter. Et Lola va subir des tests pour savoir qui est le père de son enfant. Si vous voulez savoir la fin, c'est moi le père. Ouais. The Confession, une série courte écrite et réalisée par Brad Meerman avec Kiefer Sutherland et John Hurt. Ce sont des épisodes d'une dizaine de minutes qui parlent d'un tueur en série qui vient se confesser dans une église. Et cette série se pose beaucoup de questions sur la vie, la mort, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il est là, il est où, il est ici, oh il est là-bas, non, c'est qui, mais pourquoi, où, quand, comment, plein de questions. Ninja Gaiden 3 Razor Age est disponible sur la Wii U. C'est un jeu d'action sanglant plaçant le joueur dans la peau de Ryu, un ninja dont l'habilité n'a d'égal que la maîtrise de katana. Cette fois-ci, c'est à Londres que notre trancheur va jouer de l'épée du dragon face à de belliqueux terroristes. Red Wing chez Delcourt, dans un monde en plein chaos, le capitaine d'un vaisseau spatial va tenter de retrouver son chemin vers sa base, pendant que son fils, devenu lui aussi pilote, tente de retrouver son père. Ça a beau être le néant dans l'espace, c'est un peu le bordel. World War X est à retrouver chez Le Lombard. C'est une BD qui se passe en 2017 où une station lunaire ne répond plus à cause d'une attaque d'un monstre extraterrestre. Mais la Terre va elle aussi être frappée par des attaques de créatures au pouvoir terrible. Mais heureusement, un homme mystérieux est là pour contrecarrer les plans. Il s'appelle Elus. Elus, oui, il s'appelle pas Franck. Pas de sens.
Le port de la Lune, c'est à retrouver chez Vent d'Ouest, l'histoire d'une femme flic de Bordeaux qui est sourde. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à Sue Thomas, l'œuf du FBI, c'était une vieille série télé des années 2000 avec une femme sourde et son chien. D'ailleurs, le chien qui me faisait penser à celui d'Air Bud. C'était un film avec un chien qui faisait du basket comme ça. Il y a eu des suites après, mais bon, c'était pas terrible. Par contre, là, je crois que je me suis un peu égaré sur le truc. Bon, on passe. Vent d'Ouest a édité tous les défauts des mecs. Mais vous êtes sérieux, là? C'est quoi ce délire? Nouvel album, nouveaux défauts, mesdemoiselles, prêts à rire de vos mecs. Mais c'est un torchon, ce truc. Ça entretient tous les préjugés sur les mecs. N'importe quoi. Vent d'Ouest a eu la bonne idée d'éditer tous les défauts des filles. Ah ouais, parce qu'elles en ont beaucoup quand même. Une BD drôle et à savourer sans modération. Coloc Party, c'est à retrouver chez Bambou, une BD sur 5 personnes qui sont en colocation et ils vont vivre plein d'aventures ou plutôt de mésaventures. C'est pas non plus transcendant, mais j'aime bien Monsieur B qui est l'auteur et le dessinateur de cette BD. Je vous conseille également Isabellae chez Le Lombard, l'histoire d'une fille aux cheveux rouges comme le sang qui n'est autre que la fille d'une sorcière irlandaise et d'un grand samouraï et qui voyage à la recherche de sa sœur disparue. Bon, moi je dis une jolie femme rousse, samouraï et sorcière à la fois, je ne peux qu'approuver cette BD. Un peu machiste, non? Bizarre. Black Crow chez Glénat, l'histoire se passe en Nouvelle-Écosse en pleine guerre d'indépendance américaine. Un homme au nom de Black Crow se glisse entre les lignes anglaises pour se venger d'un commanditaire qui n'a pas respecté les termes de leur étrange contrat. Glénat réédite une perfecte édition de Kenshin le Vagabond. Un format plus grand, une couverture brillante, les 2 premières pages en couleur, une traduction améliorée. Donc autant vous dire que si vous avez les anciens mangas, vous embêtez pas à racheter ceux-ci, quoi. Night of Sidonia chez Glénat, une histoire qui se passe dans un futur lointain où la Terre a été détruite par une race supérieure et où les derniers survivants humains parcourent le confin de l'espace depuis 1000 ans. En bref, c'est une œuvre qui parle beaucoup de technologie futuriste et qui va bien au-delà de la présence de mechas. Mechas qui, je le rappelle, sont des trucs mécaniques. Enfin, des robots, quoi. Voilà, la shopping list c'est terminé. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Quant à nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Ah, ma perruque me gratte, je sens qu'elle est mal mise. Bon, moi, il faut que j'aille chez le perruquier. Il est le moment de passer au plus. À qui allez-vous donner un petit plus pour sa chronique, les amis RL? Moi, Fez, je voulais déjà y jouer, donc voilà, il me le faut. Donc tu n'as pas joué? Mais j'ai pas encore, non, je peux pas tout prendre. Hein. Ah bah, écoute, Laurent? Moi aussi, pour Ron Jeremy, ouais, j'ai trouvé ça, ça a l'air bien ce jeu. Seb? Moi, je suis très curieux de lire Mouchichi. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'était RL. C'était RL. Fred? Je vote pour Laurent parce que personne ne vote jamais pour lui, c'est triste. Il a jamais gagné une seule fois, je crois. Rurik? Moi, je suis fan de Fez, bien sûr, tout le monde le sait, mais je crois que je vais voter pour Mouchichi parce que j'aime beaucoup ta description. Ça serait vraiment dans ton, Moi aussi, j'ai envie de me plonger dans Mouchichi. Ne serait-ce parce que c'est ce côté un petit peu spiritisme que j'aimerais bien voir un petit peu. Et ça y est, il est temps de sortir les mouchoirs. L'émission est finie, mais vous savez très bien que vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Geekbook. Geekter, je t'ai pris en four, mais tu as réussi. Il y a une appli Geek que vous pouvez télécharger, comme ça vous serez au courant de toutes les news concernant l'émission. Il y a un forum, il y a un site, venez réagir, venez débattre, venez, je sais pas, insulter Laurent, Fred, Seb, RL, et Rurik. Et David. Non, vous pouvez vous passer de moi. Moi, je suis là en touriste, j'arrive, je regarde, monsieur. Allez, 2 petites choses avant de se quitter. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek et qu'un bon geek est un geek curieux. Allez, bye bye. Ciao.